Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. On espère que vous allez bien, hein. On vous demande jamais comment ça va, mais on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler d'un sujet qu'on a plus ou moins abordé, mais cette fois-ci, on va l'aborder de façon très transparente. Sans plus attendre, on va vous parler de thérapie. Bonne écoute. Coucou Mandaya, comment ça va ? Je suis fatiguée parce que j'arrête pas de faire des rêves vraiment mouvementés en ce moment. C'est grave chelou. C'est vraiment étrange. J'ai googlé ce matin parce qu'il y a un rêve que j'ai fait plusieurs fois. Ça t'est déjà arrivé de faire des rêves où t'es en train de t'es en train de te préparer pour aller à l'aéroport et c'est comme si tout te mettait en retard. Et t'étais sur le point de rater un vol, etc. Donc j'ai demandé à Google voilà, comment on interprète ce genre de rêve. Et sur un site qui s'appelle mindbodygreen.com, ils expliquaient que ça veut dire que tu as... déjà de un, que tu es anxieuse. Ah, surprise. Et... Surprise, surprise. Et l'autre truc, c'était que tu as des opportunités que tu as peur de rater. Voilà, tu es anxieuse par rapport à des opportunités que tu as peur de rater. Il y avait d'autres interprétations de type plus spirituel, on va dire, où tu es en train de, tu sais, t'es en train de changer, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est peut-être le truc des opportunités que j'ai peur de rater. Quelque chose comme ça. Et après, ça m'a trop fait rire parce qu'à la fin de l'article, ils disent et puis si vous avez un voyage qui a bientôt lieu, vous avez juste peur de rater ce voyage, quoi. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça pour ma part. Donc je sais pas. Peut-être que je me trompe et tout sur l'interprétation, mais ça m'agaçait parce que c'est stressant de rater un vol, en fait. Moi, quand je dors, j'ai envie de me reposer. Et là, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai raté un vol et je me dis, je suis encore tendue, quoi. C'est bizarre. C'est ça. Ouais. Non. Écoute, moi, mon rêve récurrent, c'est être enceinte. Damn. Et si vous me connaissez, c'est pas quelque chose que je pourchasse. Donc, pourchasse, c'est vraiment pas un terme que j'aurais employé pour parler de grossesse. Non, mais tu vois, je suis pas contre l'idée. Le concept, ok. Cool. Mais c'est pas un truc vraiment que je recherche activement. Tu vois ? Et mon rêve, c'est vraiment de... je suis enceinte et le matin, je me réveille, et direct, je regarde mon ventre parce que c'est tellement... Non, mais même si ton cerveau, il sait que c'est pas possible. Oui, il y a toujours cette minute où tu te dis, oh là là, on sait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je sors de mon rêve, tout est un peu embrouillé dans mon esprit. Je suis là, non, attends, c'est pas possible. Bah ouais. Tu regardes d'abord ton ventre, après tu t'es dit, mais ça veut rien dire. Parce qu'au début, le ventre, ça ne se voit pas. Donc, tu commences à réfléchir. Ça prend 5 minutes et après, tu commences à comprendre que c'est un rêve. Et quand j'ai cherché par rapport à ça, parce que j'ai tout type de grossesse. Des grossesses gémellaires, des grossesses qui se passent bien, des grossesses qui se passent mal, etc. Grosso modo, c'est un projet qui est sur le point d'aboutir, un projet qui va se concrétiser ou qui va échouer. C'est pour ça que les gens, quand ils ont des gros projets, ils disent « Ouais, c'est mon bébé !» Littéralement. Exactement. Tu veux mener ce projet à terme. Exactement. Donc apparemment, dans mon sommeil, tous mes projets me travaillent et ils se bousculent pour savoir qui vient pas en premier. Est-ce qu'on vient à 2 ? Est-ce qu'on vient à 3 ? Enfin, tu vois, tout ça. Mais bon, je pense que vous en avez aussi, pour les personnes qui nous écoutent, vous devez vivre certaines choses de cette façon-là. Donc n'hésitez pas à partager avec nous, mais le sujet du jour, c'est parler de thérapie. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit ouvertement dans le podcast, mais je vois quelqu'un depuis quelques temps maintenant. Ça fait un petit moment que son petit nom, c'est Pépito. Quand je parle de Pépito, c'est lui. Pour vous expliquer... jamais. Mais ça lui va tellement bien. C'est très affectueux. Pépito la pépite. C'est comme ça qu'on l'appelle intimement. Ça déchire. Pour vous refaire un peu l'histoire, mon histoire par rapport à ça, c'est que la première fois où j'ai été confrontée à une thérapeute, c'est parce que dans mon ancien boulot, et ça j'en avais parlé dans un épisode sans trop entrer dans les détails, je pense,
mais j'ai une ancienne collègue qui a été victime d'un féminicide. Et donc, le travail nous avait mis en contact avec une thérapeute pour parler de ce qui s'était passé, etc. J'ai passé la porte de cette dame. J'étais proche de cette collègue-là, mais je pense qu'il y avait des gens plus proches que moi au travail. Mais c'est quand même une collègue à qui on allait boire des verres de temps en temps après le boulot, on parlait de nos vies un petit peu, etc. Donc, on n'était pas copines au point de se voir en dehors du boulot, mais on était copines de travail, si je peux le dire ainsi. J'ai passé la porte de cette dame et je me suis effondrée. Mais effondrée, je pense qu'on a parlé pendant 30-35 minutes. À aucun moment, j'avais les yeux secs. Donc après ça, je me suis dit, oula, peut-être que c'est pas juste 30-45 minutes qu'il me faut, il me faut un petit suivi. C'était juste avant le Covid, l'année avant le Covid, donc 2019, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis dit, j'ai laissé passer quelques mois, j'ai trouvé une thérapeute nord-américaine à Paris, parce que à ce moment-là, je me disais, ça va me permettre de travailler mon anglais et de parler de certaines choses. Et bizarrement, ça mettait une certaine distance de genre, elle sera pas trop dans mon intimité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ma thérapeute, je parle en anglais avec elle et il y a plein de moments où c'est frustrant parce que même si tu es bilingue, si c'est pas ta langue maternelle, il y a beaucoup d'émotions que tu n'arrives pas à parfaitement retranscrire. Il y a des nuances aussi qu'il n'y a pas et tout. Et dans le mode de fonctionnement qu'on avait avec elle, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de thérapie, je ne vais pas vous dire spécifiquement moi ce que je fais. Mais pour elle en tout cas, je sais qu'on se parlait une fois par semaine, ça a duré 3 mois, mais en amont de nos rendez-vous, je devais lui écrire une lettre et c'était un peu la base de notre travail, j'écrivais vraiment comment je me sentais, etc. Ça a duré 3 mois, je sais plus exactement pour quelle raison ça s'est arrêté. Et puis voilà, le temps a passé, j'ai vécu ce que j'ai vécu et à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas envie que ma fille récupère une maman cassée. J'ai envie que ma fille, elle ait une maman qui fonctionne bien, qui a tous les mécanismes pour stopper certaines choses, qui soit équipée pour l'accompagner dans cette vie. Et je me suis dit, ouais, ça serait pas mal de voir quelqu'un. Et donc, c'était vraiment ça mon postulat de base pour reprendre la thérapie, c'est que... et ça a pris quelques temps, c'était pas directement après le choix d'adopter de ma fille, je pense que ça a pris 2-3 ans, où je me suis dit, ouais, je pense que c'est bien si elle a une maman un peu bien. Et donc, j'ai fait ça un peu comme un speed dating. J'en ai vu, je pense, 2 différents en même temps. En disant, je vais voir celui qui me plaît le plus et tout. Et comme je suis une femme noire de parents congolais, mes parents nés au Congo, moi née en France, il y a toujours cette idée un peu d'identité un peu multiple, etc. Je suis une femme aussi dans le monde corporate et tout. Enfin, il y a plusieurs couches de ma personne. Ouais. Et donc, je cherchais quelqu'un qui pouvait comprendre un peu cette complexité, cette nuance. Je suis pas juste une femme dans un environnement dans lequel elle a toujours connu et tout. J'évolue dans plusieurs environnements. Et donc, il y a cette femme-là que j'ai vue en pensant que il y a certains traumas peut-être ou certaines choses qui allaient être beaucoup plus simples à faire comprendre. Et en même temps, je voyais Pépito la pépite. Et cette femme-là, je pense que je l'ai vue 2 fois. Les 2 fois, je me suis sentie agressée. Wow. Je me suis sentie jugée. Et je pense pas que c'était sa façon de... C'était pas son objectif. Ouais. Je pense que c'est juste dans son... On a fait une séance, elle avait déjà tout compris. Oui, votre problème, c'est votre fille, c'est machin, truc, il y a ça. Non, j'ai plein d'autres problèmes. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a pas longtemps, en plus, j'ai l'impression d'avoir entendu une conversation comme ça. Où dans un podcast, en fait, il y a une des animatrices qui a fait des études de psychologie et qui est thérapeute depuis pas longtemps. Et elle disait qu'en gros, vous pouvez être sûr que quand vous rencontrez un thérapeute, dès la première séance, par rapport à ce que vous allez lui raconter, il sera déjà en mesure de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Mais tout ce qui est le plus important dans une thérapie, dans tout un process de thérapie, c'est que tu sois assez en confiance avec la personne qui est en face de toi pour être prêt à entendre son avis, en fait.
Donc ça fait aucun sens. La dame, tu viens juste de la voir pour la première fois et elle te dit il faut régler ça, ça, ça. Je dis mais je te connais pas, qu'est-ce que tu me racontes? Quelle est raison ou pas en fait? Tu vas être fermée. Ouais, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis sentie agressée et que j'étais là, oh, non, it's not going to happen. Ça va pas bien se passer entre elle et moi. Donc du coup, comme je voyais Pépito la pépite en même temps, je me disais, bon, je vais continuer avec Pépito et long story short, c'est une relation qui dure. Je continue de le voir, je pense qu'il me comprend à peu près. C'était très perturbant les premières séances parce que, enfin, vraiment comme dans les films, quoi. Tu rentres, ce soir, bonjour, bonjour, et on se regarde dans le blanc des yeux. Wow. Et là, ça commence pas. Et à un moment donné, j'ai dit, je sais pas quoi dire. Il me dit, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Donc, on a fait une première séance comme ça. Deuxième séance, troisième séance, je lui dis, en fait, ça me perturbe que quand je rentre, vous ne dites rien. Je sais pas, lancez-moi un petit bout de bâton, un truc, quelque chose auquel je peux m'accrocher. Et il dit, non, moi, je suis pas là pour ça. Et il m'a expliqué sa façon de faire. Donc, sa façon de faire, c'est de vraiment... Moi, je rentre, je parle de ce dont j'ai envie de parler. Il a son petit carnet, il prend des notes. Parfois, 6 mois après, il te dit « Oui, mais tu te souviens, la dernière fois, tu m'avais dit ça, 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 et ça voulait dire ça, 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 parce que maintenant, quand tu me dis ça, ça confirme ça, ça, ça. » Et t'es là, tu dis « Donc, en fait, tu m'écoutes vraiment quand je te parle. T'es pas juste là en train de faire des dessins sur ton truc. » On a eu quelques avancées qui, pour moi, sont extraordinaires. Mais sa façon de faire, c'est vraiment « Moi, je parle. » Et lui, il va me poser des questions, etc. Et c'est parfois les questions qu'on ne se pose pas. Mettre les choses en perspective, te forcer à aller chercher quelque chose. Et une des choses que je lui ai dites lors de nos dernières séances, parce que on allait s'engager sur encore un sujet un peu inconfortable, c'est que je dis, mais depuis le temps que je viens vous voir, j'ai l'impression qu'on a ouvert toutes les portes du fin fond de ma personne et de mon être. Je ne sais pas quelle nouvelle porte vous voulez ouvrir. Il me dit, oui, mais justement, quand on parle de ça, c'est qu'il y a encore des choses à creuser. Tu m'embêtes, tu me déranges. T'es tombée dans le piège. C'est vrai, t'es tombée, t'as sauté à pieds joints. J'ai dit, on a déjà tout vu de en haut, en bas, mon père, ma mère, mes frères, non, ma c'est famille, pas fini, l'amour, pas fini. les travails, les enfants. Et lui s'est dit, mais oui, mais regarde un peu ici. Et regarde donc, un peu dans le coin, là. Okay. T'avais jamais remarqué que si tu grattes un peu, là... Tu sais, c'est quand tu vois ta belle maison, soudain, tu vois une fissure que tu n'as jamais vue. Et là, tu ne vois que ça. En fait, donc, tu sais, ce que je trouve vraiment intéressant, en tout cas dans le fait qu'on fasse cet épisode, c'est que ça nous est souvent arrivé hors ligne de se parler de nos séances de thérapie, etc. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que, par exemple, moi, je vais te dire quelque chose, je vais te dire, elle m'a fait réaliser ça, c'est incroyable. Toi, tu vas dire, oui, je savais déjà, c'est évident. Et pareil, de ton côté, tu vas me dire, non, mais il m'a dit ça et tout, et j'ai compris, et ça a mis ça en perspective, etc. Et je suis là, oui, Néné, on sait, en fait, on sait que ça... Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que le fait de passer par un professionnel, justement, de la santé, il va vraiment te faire comprendre les choses d'une autre manière. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi l'autre nana t'a dit en une seule séance, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça. Moi, je suis pas thérapeute, donc je peux te dire les choses que je vois, qui semblent te poser problème ou qui vont te pousser dans tes retranchements, etc. Mais j'ai pas le phrasé qui va faire en sorte que ça va avoir un impact sur toi et que tu vas avoir une réalisation. Donc c'est ça que je trouve drôle, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, avant qu'on les réalise, on les a sûrement déjà entendues, juste pas sous la bonne forme. On les a déjà vues, on a déjà eu un peu l'impression qu'il y avait quelque chose qui commençait à se révéler. Mais il fallait que tu parles à la bonne personne, un professionnel, pour que ça fasse la différence. Et c'est pour ça que, pour moi, que c'est trop important, en fait, de vraiment leur donner leur place, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, mais moi, je donne des super conseils, les gens se confient à moi, etc. etc. » Mais est-ce que... Oui, c'est une chose. Voilà, quel impact ça a sur le long terme ? Est-ce que tu changes vraiment la vie des gens quand tu fais ça ? Je pense pas. Je pense que nous, on peut avoir des conversations... Tous les jours, on peut avoir des conversations sur les mêmes sujets. On va les retourner dans tous les sens. Et en plus, ça ne nous dérange pas. C'est ça le problème. C'est qu'on va parler du même problème chaque jour. On va dire, non, mais tu te rends compte, et puis il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça. Et le lendemain, on reprend. Et puis il s'est passé ça, et puis truc. Et on n'a toujours pas réglé le problème. Alors que parler avec un professionnel, ça t'aide vraiment à faire la paix avec certaines choses. En fait, je suis d'accord. Le seul truc aussi, c'est que quand bien même, on peut être très, très proche.
il y a beaucoup de gens qui vont admirer, par exemple, le lien que toi et moi, on est très très proches et on parle de beaucoup de choses. Je pense que si on se met juste dans une relation de belles-sœurs, je suis pas sûre qu'il y ait des belles-sœurs qui aillent jusqu'à ce niveau de détail que nous. Tout en respectant l'intimité l'une de l'autre. Ouais. Le seul truc, c'est que malgré tout, on a quand même notre jardin secret sur nos vies. Donc même si ça fait combien de temps qu'on se connaît, quoi? Ça fait 20 ans qu'on se connaît, peut-être? Presque 20 ans, hein. Ben oui. Ouais, ça fait presque 20 ans. D'ailleurs, on devrait organiser quelque chose. Mais grave, on en parlera hors ligne, mais après, on devrait fêter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après 20 ans, je continue encore à découvrir des choses sur toi parce que tu te sens assez à l'aise après un certain temps de me dire en fait, là, il faut que je te parle d'un truc, je t'en ai jamais parlé, mais il y a eu ça. Et moi, c'est pareil. Là, la façon dont moi j'ai abordé le truc, et je dis pas que c'est la meilleure des façons, je me suis dit, foutu pour foutu, on va venir comme on est. Ouais. Vraiment, la devise McDo, venez comme vous êtes. Donc, quand, tu sais, il y a des moments, je rentre dans son truc, il doit se dire, mais cette nana, elle est en psychose, là. Parce que je sors et je déballe des trucs, il doit se dire, mais ça va pas du tout, en fait. Mais t'as trop raison, moi aussi je fais ça, je suis trop d'accord avec toi. Tu vois, je dis, et puis il y a des jours, je suis juste là, je vais sortir de la séance, tu dis, ouais, j'ai pleuré, c'était une bonne séance, parce que peut-être que j'avais besoin de nettoyer mes œufs cette semaine, et puis parfois t'as des séances où tu dis rien de très très intéressant, mais lui, il va quand même déceler des choses. Ouais. Et tu vois, moi je dis tout le temps, oui, mais j'ai encore beaucoup réfléchi par rapport à ce qu'on s'est dit, j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais il s'est passé ça. Et il me dit, mais voyez, le lien que vous faites là par rapport à ça et ça et ça, finalement ça apporte la réponse à ça que vous venez. Et tu dis, oh, ok, that's right. Et parfois aussi, il va me dire des choses, et j'ai dit, ouais, mais je suis pas d'accord. Je comprends pas où est-ce que vous voulez aller et tout. Et donc, t'es un peu dans ce truc-là. Il y a des moments où je veux mettre de la distance. Je lui dis, oh, on s'est trop vu ces derniers temps, j'ai besoin d'un peu d'air. Il te dit, là, tu fuis parce que on est en train de s'approcher d'un truc. Tu dis, mais pourquoi tu me connais? Pourquoi tu me connais? Bah, tu sais, c'est super intéressant parce que moi, je me rappelle que j'ai rencontré combien de thérapeutes? Peut-être 4. Je pense au total. Et sur toutes les thérapies que j'ai fait avant, il y a toujours des moments où je voulais fuir. Tu vois, c'est vraiment la veille de la séance ou le matin même, je me dis, tu sais quoi, j'en ai pas besoin, en fait, je sais même pas pourquoi je fais ça. Et j'annule. Et j'ai refait la même chose avec la nouvelle thérapeute, là, qui me suit depuis un moment. Et on va dire, c'est celle avec qui j'ai eu le plus de sessions. Et un jour, j'ai essayé de fuir une séance. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème, on se voit la semaine suivante, etc. Sachez juste qu'il ne vous reste plus qu'une annulation selon notre contrat. Et qu'en gros, en fait, j'ai pas lu le contrat, moi, teubé que je suis. Dans le contrat, en fait, que j'ai avec ce cabinet, c'est que si tu fais 2 annulations de séance, ils te prennent plus. Et je te jure que ça m'a mis un coup de pied aux fesses. J'ai jamais raté une séance. Oh, waouh. Ouais, j'ai jamais raté une séance. Et je me suis dit, franchement, ils ont grave raison. Parce qu'en fait, c'est vrai que si Bon, déjà, moi, je procrastine beaucoup et je trouve que, en fait, c'est trop bien. Des fois, c'est trop pratique de te dire, non, là, j'ai pas envie de faire l'effort de travailler sur ça. Allez, j'annule. Et en plus, c'est un travail qui demande vraiment de la consistance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui doivent se dire on va sauter une séance, puis en faire 1 sur 2 à chaque fois, puis peut-être en faire 1 sur 3, etc. Et au final, c'est pas productif du tout, c'est juste une perte de temps. Donc, je peux comprendre qu'en fait, en tant que cabinet, ils aient mis en place cette règle. Mais je te jure que le jour où j'ai annulé ma séance et qu'elle m'a dit ça, je me suis dit putain, j'ai tué un joker là. Là, j'ai perdu un joker, j'aurais dû le garder pour un truc plus important. C'est vraiment juste un matin, je me suis levée, j'ai dit non, j'ai pas envie, là, j'ai envie de rester au lit, j'ai pas envie de faire le truc, j'ai pas envie de parler. Mais il y a un truc sur lequel je voulais insister, c'est que de toutes les personnes auxquelles j'ai parlé, je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette femme et qui fait que je suis en thérapie avec elle encore, ça fait peut-être 1 an, je pense. Et c'est vraiment l'aspect de compassion. Je sais que chacun a besoin d'un truc différent, mais pour ma part, il y a vraiment ce côté-là en fait que je retrouvais pas chez des professionnels et que je n'ai pas l'impression de retrouver aussi dans ma vie sur certains sujets. Et j'ai beaucoup aimé justement que des fois je me confiais sur des choses et en fait je m'attendais à avoir les mêmes réponses que j'ai tout le temps et d'avoir quelqu'un en face de toi qui te regarde et qui te dit
mais je vous entends, mais ça doit être vraiment difficile, mais machin, tu vois, juste cet aspect-là, ça m'a fait beaucoup de bien et ça a facilité notre relation. Après, le truc qui m'a trop fait rire, c'est quand tu dis que tu te livres complètement à ton thérapeute. Et ben moi aussi, je fais ça. Et en fait, c'est trop drôle parce que des fois, elle me dit, elle fait des longues formulations de peut-être qu'on pourrait, je sais pas, je vois qu'il y a un sujet qui est un peu intéressant dans cet aspect-là et peut-être qu'on pourrait en rediscuter et approfondir un peu plus. Et moi, je suis là, ouais, on peut. Et elle me regarde, genre, vous êtes sûre? J'ai dit, ah oui, on est sûr. Et à chaque fois, les surprises, elle me dit, ah, je pensais que vous alliez un peu pousser et tout, et me dire, non, un peu plus réticente. J'ai pas envie. Je lui dis, ah non, on est là pour ça, au boulot. Oui, c'est parti. Allez là, on a remonté les manches. Je te jure, j'ai pas de temps à perdre là. Vous savez pourquoi je suis là. Enfin, allons-y. Vous voulez qu'on creuse dans quoi? Oui, c'est ça. Franchement, c'est trop marrant. Non, mais c'est vraiment ça parce que je me dis que quand on fait une thérapie, et chacun est libre de le faire comme il le souhaite, mais quand on est vraiment prêt à faire une thérapie, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui a envie de jouer, de mentir ou d'omettre certaines choses, tu vois. Je pense que quand on fait vraiment une thérapie, qu'on est sérieux à propos de sa thérapie, pour quelque raison que ce soit, tu peux faire une thérapie parce que t'es addict à l'argent, t'es addict au porno, tu peux faire une thérapie parce que tu veux comprendre pourquoi tes relations ne fonctionnent pas, tu peux faire tout, etc. Je pense que autant tu peux faire une thérapie très ciblée, autant tu peux faire une thérapie générale. Moi, pour mon cas, c'est quelque chose de très général. Je pense qu'on a balayé tous les aspects de ma vie, de façon plus ou moins approfondie, mais pour moi, c'est approfondi, mais c'est pas une thérapie parce que je veux régler un problème en particulier. Ouais. C'est je veux avoir les mécanismes qu'il faut et ne peut-être pas reproduire des erreurs parce que je pense que mon intelligence et mon savoir s'arrêtent à un certain niveau. Et que quand bien même je peux beaucoup lire, quand bien même je suis bien entourée, que j'ai des très bons conseils autour de moi, prendre les choses avec peut-être un peu de recul, parce que mine de rien, on a toujours un biais d'affect. Quand on parle de quelqu'un qu'on aime, y a toujours un truc. Tu sais, sans même entrer dans les détails, il y a des choses que, tu vois, mon père a fait, ou des choix qu'il a fait, si ça avait été n'importe qui d'autre, bah bye, je te coupe de ma life en fait. Ouais. J'ai plus besoin de te parler, j'ai plus besoin de machin, mais là ça reste mon père. Et encore c'est pas des choses hyper graves, tu vois, je me dis il est pas parti tuer des gens, tu vois. Oui, il y a rien de criminel. Oui, il y a rien de criminel. Mais je veux dire par là que je vois ça chez quelqu'un d'autre, peut-être une plus grande, c'est un peu plus facile. Et je pense que dans ça, ce qui joue beaucoup, c'est le biais de l'affect, parce que ça reste mon père malgré tout. Et quand je donne des conseils à mes amis ou quoi que ce soit, j'essaye toujours d'être le plus objective, mais ça reste que ce sont mes amis et que j'ai envie de les voir gagner, et tout ce qui peut les empêcher de shine comme elles sont censées shine, je vais voir ça comme un élément perturbateur et il faut effacer, quoi. Peu importe ce que c'est, tu vois. Et ce qui est bien dans mes échanges avec Pépito, c'est que ça challenge mon mode de fonctionnement sur certaines choses. Tu peux dire « Ah, ça c'est génial, j'adore, etc. » Mais lui va te dire « Vous pensez que c'est génial ?» ou vous essayez de vous convaincre que c'est génial. Parce que moi, ce que j'entends quand vous dites ça, et t'es là « Waouh !» Et il est... Bon, perspicace, ce monsieur. Tu dis « Bon, ça va, je continue de réfléchir. Peut-être vous avez dit quelque chose d'intéressant. On va continuer de réfléchir. » Et c'est tout ce mécanisme-là. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Il y a des moments où, même parce que comme j'ai adopté ma fille, comme malgré tout, t'as toujours des pensées intrusives. C'est, mais est-ce que je suis vraiment sa mère ? Est-ce que moi, j'en suis convaincue. Personne ne peut me dire le contraire. Ma fille, personne ne peut lui dire que moi, je ne suis pas sa mère. Mais il y a toujours un moment de doute parce qu'elle va faire une très grosse bêtise. Tu vas te remettre en question. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai pas montré ? Peut-être qu'elle ne sent pas ci, qu'elle ne sait pas ça. Et un jour, il m'a pris, il m'a posé, il m'a dit, mais j'entends tout ce que vous êtes en train de dire. Il dit, mais s'il y a bien une chose que j'ai compris depuis que vous avez passé la porte de mon bureau pour la première fois, c'est que vous êtes sa mère. Il dit, il n'y a pas de question. Il dit, et n'importe quelle mère peut se remettre en question.
que ce soit biologique ou non, il me dit, je vois beaucoup de mères dans mon bureau et elles se remettent tout en question. Donc ça, ce n'est pas un sujet. Mais tu vois, de l'entendre de quelqu'un qui a un peu plus de perspective et qui n'a pas tout ça, il me dit, mais dans tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous faites pour elle, le comportement que vous avez, et même juste les réactions que je peux avoir pour certaines choses, il dit, mais vous êtes pleinement sa mère. C'est pas un sujet. Et donc, il y a sur ce sujet-là où on a quand même beaucoup travaillé, parce que adopter un enfant, je pense que c'est pas simple, surtout quand il y a personne autour de toi qui l'a fait, ou, et que ça prend beaucoup de choses, donc c'est vrai que ça aide beaucoup là-dessus, mais il m'aide aussi beaucoup sur ma dynamique familiale, il m'a beaucoup aidé aussi sur mes ambitions de vie. Aujourd'hui, je peux le dire sans complexe, mon objectif dans la vie, c'est d'être chef du monde. Ça, c'est le top goal, c'est d'être chef du monde. Et je vais y arriver. Mais, tu vois, de te réconcilier avec, tu sais, tes envies, qui tu es vraiment, de t'accompagner dans le chemin que tu as pour te retrouver. Et c'est pour ça que je dis que moi, la thérapie que je suis avec lui, c'est une thérapie globale. Moi, je suis tout à fait OK avec ces gens qui disent, ben, moi, je vois quelqu'un depuis 10 ans, 15 ans. Je pense pas que c'est une marque de faiblesse, parce qu'on m'avait dit ça un jour. Je parlais avec un ami qui m'a dit, mais la femme forte que tu es, si toi, tu vas voir quelqu'un, ça veut peut-être dire que t'es pas aussi forte que tu le penses, ou je te vois plus forte que ce que tu es, ou je sais pas quoi. Je dis non, ça veut rien dire, c'est juste qu'à un moment donné, je sais que ma force a ses limites, et qu'il faut savoir la nourrir, cette force, en fait. Je peux pas épuiser toute ma force et tout. Et, surtout que sa définition, c'est une approche très masculine de la force, quoi. Genre, parce que t'es forte, t'as besoin de personne, enfin, ça fait pas de sens. Pour moi, la vraie force, justement, c'est d'être capable de voir autour de toi qu'est-ce qui peut t'aider à être encore meilleur, etc. Enfin, c'est pas une histoire de self-made man. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ouais. C'est comme quand pour être un bon boss, il faut savoir déléguer. Parce que si tu fais tout toi-même, ça ne va pas avancer. Il y a des choses sur lesquelles t'es puissant et c'est très bien, mais il y a des choses où tu as besoin de déléguer. Et donc, du coup, quand tu vois, t'en parles, moi je sais que j'ai pu en parler avec ma mère qui me dit mais t'as pas besoin de ça, c'est inutile, c'est machin. Et une fois j'ai dit ah oui, j'ai pas besoin de ça, mais regarde par rapport à ça, il m'a dit ça, et puis on a parlé de ça. Et là tu t'entends un petit et là tu dis ok. Donc même si c'est pas un choix qu'elle a fait pour elle, je pense que dans certaines situations, on passe trop outre ce dont les personnes peuvent avoir besoin et que c'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est très difficile de reconnaître qu'on est peut-être moins bon sur certaines choses, de reconnaître qu'on a fait des erreurs, de reconnaître qu'on se sent de certaines façons, tu sais. Moi, j'ai pu aller le voir et me confier sur certaines situations en disant « Ouais, il s'est passé ça, je devrais ressentir ça, mais là, je suis très énervée. » J'ai dit, c'est peut-être très égoïste de ma part, mais ça veut dire ça. Pour moi, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est ça. Et de ne pas se sentir jugé. Même si je sais que dans mon entourage, j'ai des personnes, j'aurais pu dire exactement la même chose. On m'aurait dit, bah ouais, c'est normal que tu comprennes, que tu te sentes comme ça. Mais là, tu vois, d'avoir ce sas de décompression, où tu te dis, ouf, j'ai vidé ma méchanceté, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est toujours d'un niveau maternel, hein. Mais tu vois, j'ai vidé ce truc et le fait d'en parler, de le sortir, après tu peux y retourner en disant bon, oui ça va, machin, il s'est passé ça, ah bah c'est super, génial. Autant que tu vois dans le milieu familial, autant dans le milieu du travail, quoi. Parce qu'il y a des moments où t'es là, tu te dis je vais tous vous monter en l'air, tous des oufs, tous des machins, je vais tous vous flinguer. Et t'arrives, t'es là, il m'a dit ça. Et une fois, je crois que par rapport au boulot, et cette question n'a toujours pas de réponse. Donc je continue d'y travailler. Ok, travaillons. Je prends des notes, je t'écoute. Non, mais j'étais en train de me plaindre d'une situation que je vivais au travail. Et, tu vois, oui, mais moi je suis comme ça, je comprends pas pourquoi on veut me forcer à faire ça. Gna, 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 gna. Et il m'a juste regardé, il m'a dit mais ça vous coûte quoi de vous conformer un minimum pour avoir la paix plutôt d'être en guerre tout le temps? Parce que vous n'êtes pas contente, vous faites la guerre, mais entre vous faites la guerre, vous n'êtes pas contente, vous vous plaignez et vous comprenez quelles sont les attentes qu'ils ont vis-à-vis de vous, vous vous conformez un minimum, juste histoire de passer sous le radar et d'avoir la paix. Ils disent ça vous coûte
quoi? Je lui dis, j'en sais rien. Je sais pas, ça me coûte, c'est tout. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Si je pouvais être une petite souris, là, quand tu t'énerves comme ça, je suis morte de rire. Non, mais je m'énerve pas comme ça sur lui. Dans mon cœur, je suis là, mais il m'agace. Il m'agace. Vos questions, là, vous voulez revenir où? Et puis, tu sais, tu commences à remettre en question même ses capacités, ses qualifications. Tu te dis, mais je sais pas pourquoi il me pose cette question, ça veut rien dire, ça sert à rien. Passons à autre chose. Ça sert à rien. Ouais. Tu as eu ton diplôme où, toi? Dans une belle surprise? Je te jure, tu remets tout en question. Tu dis, vas-y, il est nul, il a rien compris. Il a rien compris. Sauf que, tu vois, lui, il m'entend me parler de mes ambitions de carrière, il m'entend me parler de mon milieu du travail, il m'entend parler de ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ces machins. Et il fait son boogie-boulga, il se dit, mais si elle a envie d'aller là, pour aller là, il faut à un moment donné faire un peu, tu vois, bon, tu te plies un peu, quoi. Voilà, ouais. Non, voilà. C'est trop mignon. Je le trouve cool. De toute façon, tu me parles de lui, je dis, j'ai envie de le rencontrer, il a l'air cool. Pourquoi ils font pas ça dans les séances de thérapie? Genre, un jour, tu viens avec ton ami. Meet my friend. Moi, j'aimerais tellement. Mais ouais, comme les gens, ils disent, ils aimeraient trop avoir des journées où tu ramènes un pote au travail et tu dis, voilà, donc elle, c'était la connasse dont je te parle depuis. Elle est cool, lui, il est cool, machin. C'est tellement drôle. Lui, on l'aime bien, lui, on l'aime pas. Alors lui, c'est la personne, je t'avais dit, quand on était au voyage pro, il avait fait ça, truc. Non, ce serait trop marrant. Ce serait trop, après, trop cool. quand tu vois les gens et tu dis, mais ça se voit à sa tête, lui, c'est pas un tel. Tu dis, mais oui, c'est lui. Voilà. Comment tu l'as reconnu? Tu les reconnais et tout. Les collègues, tu te présentes et tout, tu les salues, ils se disent, oh là là, mais comment tu me connais? Oh, Nénel m'a raconté tellement de choses sur vous, franchement. Ah, vraiment. Et tu mets plein de sous-entendus et ils ont l'impression que tu les kiffes trop. C'est trop vrai. Mais ouais, donc tout ça pour moi en tout cas, ça s'est inscrit dans une démarche. D'abord, le postulat c'était je veux pas que ma fille récupère une maman cassée. Et en même temps, après, je me suis dit ça me permet de me pousser dans mes retranchements et me poser des questions qui, je pense, sont fondamentales pour mon développement futur. Je pense que c'est pas un secret, je suis croyante, je suis pratiquante. Je pense que la foi joue beaucoup, mais je pense aussi que la foi a ses limites. Et qu'on vient aussi d'un environnement où il y a beaucoup de choses qui sont passées sous certains scopes qui n'en font pas partie. Je pense que dans la génération d'avant, dans la génération de nos parents, dans la génération de nos grands-parents, il y aurait beaucoup de gens qui auraient bénéficié d'un petit peu de thérapie. Je suis absolument d'accord. J'en ai souvent discuté avec certains membres de ma famille et j'avais une cousine avec qui on avait eu un fou rire parce qu'en gros, on était en train de se dire, tu vois, nous, on n'a pas peur de tenter ce genre de profiter de ce genre d'expérience, de dispositif. Et en gros, elle me disait, mais tu sais, quand tu commences ce genre de traitement, tu te rends compte du nombre de personnes autour de toi qui en ont forcément besoin. Genre, t'es convaincu qu'ils en ont besoin. Si seulement ils sautaient le pas de se dire, voilà, j'arrête d'avoir mes préjugés dessus et je tente le bien que ça leur ferait. Et en fait, c'est vraiment un aspect que je respecte beaucoup, en tout cas avec toi, c'est que même si t'es quelqu'un qui est très, très croyante, très religieuse, t'arrives à te dire que, ben oui, ça, c'est un bonus, en fait. C'est pas quelque chose qui vient... en opposition à la foi, c'est un complément. Et, oui, c'est ça. Et je me rappelle que j'avais déjà entendu une thérapeute noire justement dire que là où la foi, elle te permet d'avoir la paix, de ressentir vraiment un apaisement spirituel, et bien la thérapie, elle te permet de comprendre. Donc c'est vraiment, il y a un aspect de... C'est complémentaire en fait, c'est pas des ennemis. Donc j'aime en fait que toi t'aies intégré cette partie-là. Et pour ce qui est de la famille, je trouve ça dingue en fait que ce soit toujours un tabou parce qu'en fait, quand je préparais l'épisode, j'étais en train de me demander à combien de personnes dans ma famille j'ai dit que je faisais une thérapie. Tu vois, en fait, c'est pas un secret en soi, mais à combien de personnes je serais à l'aise d'en discuter, de dire bah oui, voilà, moi je fais des séances de thérapie depuis autant de temps, etc., sans avoir cette sensation que ça va finir en gros débat où il faut que je défende la thérapie et les sciences de la psychologie, etc. Il y a toujours ce truc où c'est très très stigmatisant en fait. Et si tu parles en tout cas du type de thérapie que moi je fais, qui est juste comment ça s'appelle, talking therapy, donc c'est juste
conversationnel, en fait, et ben, il y a beaucoup de gens qui te diront, c'est un luxe, en fait. C'est un luxe, c'est un caprice que tu fais. T'as des amis, pourquoi tu veux parler à un professionnel? Enfin, t'as pas de problème, quoi. Alors que, pour ma part, c'est pas... Quand moi, j'ai commencé à faire de la thérapie, mon objectif, c'était pas forcément ce que j'ai gagné, mais mon objectif principal, c'était, comme toi, tu l'as dit, en fait, de pas être une maman cassée. Il y a vraiment une période là, je crois que c'est 2021, où j'étais à la maison avec les enfants et j'étais vraiment dépassée partout. Et j'ai discuté avec une de mes sœurs et je lui ai expliqué en fait comment... je lui ai expliqué comment je réfléchissais à mes journées, comment mes journées se déroulaient, etc. Et elle n'arrivait pas trop à comprendre et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais prendre le temps de l'écrire. Et je te ferai lire et tu me diras. Et à ce moment-là, elle était à la maison. Je dis, ma sœur, c'est Charme. Charme. Bisous, Charme. Et elle était à la maison. Et donc, je lui fais lire ma lettre où je lui expliquais en fait comment ça se passait dans ma tête, comment je réfléchissais, etc. Et elle m'a regardée, genre, elle m'a dit, mais ça a l'air tellement lourd, mais comment tu fais? Enfin, tu vois, c'était vraiment le truc de... Ça l'a choqué. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a certaines choses, si t'en parles pas avec les gens, tu vas penser que tout le monde est pareil. Sauf que non, on n'est pas toutes pareilles. On a vraiment des manières de réfléchir qui sont différentes. Et du coup, j'ai gardé cette lettre. Et la première fois que j'ai fait une séance de thérapie, en fait, j'ai lu cette lettre à la thérapeute. Et elle m'a dit clairement, ça ressemble à un cas clinique d'anxiété, dépression. Et donc, on a exploré cet aspect-là. Et au final, aujourd'hui, je suis très, très contente de dire que non, je ne suis pas dépressive, mais en tout cas, je suis très anxieuse. Là, maintenant, c'est sur l'anxiété que je travaille. Et donc, quand j'ai continué à faire la thérapie, c'était vraiment sur cet aspect-là de comment faire en sorte que l'anxiété, elle prenne pas le dessus, surtout. Parce que c'était vraiment ce problème-là, c'est que j'avais l'impression que j'étais prisonnière du truc, quoi. S'il y a un truc qui commence à me stresser, je vais littéralement être paralysée et j'arrive plus à avancer, j'arrive pas à faire quoi que ce soit, alors que n'importe quelle personne te dira, si tu as tel problème, tu fais telle démarche, c'est tout. Enfin, voilà, quoi. Il y a telles étapes à suivre, tu les suis. Enfin, alors que moi, le mécanisme que j'allais avoir, c'est « Oh là là, j'ai tel problème, il faut que je fasse ça, 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 ça. » Et je vais me répéter toute la journée, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et ça a drainé mon énergie et j'ai rien fait. C'était vraiment ce truc... donc moi, quand j'ai commencé mes séances, c'était l'idée de « Moi, je vais reprendre le contrôle de mes activités. » Parce que j'ai plein d'ambitions et c'est impossible que je mette en place toutes ces initiatives. C'est impossible qu'elles se réalisent, en fait, si je continue à être prisonnière de ce truc. En fait, je vais devenir folle. T'imagines, genre, t'as juste un job, t'es comme ça, mais maintenant, t'as un job, t'as une entreprise parallèle et puis tu veux lancer un autre truc et tout. Enfin, c'est impossible. Donc, c'était vraiment cette idée de reprendre le contrôle et pas spécialement ne plus être anxieuse, ou ne plus avoir peur, ou ne plus rien ressentir. C'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne vont pas disparaître et que moi, en fait, je veux apprendre à vivre avec le fait qu'il y a des moments où je serai anxieuse, avec le fait qu'il y a des moments où j'aurai peur, avec le fait qu'il y aura des moments où j'aurai beaucoup de doutes, etc. Et que ça fait partie du process, en fait. Et que c'est peut-être même ça qui rend toutes mes différentes expériences beaucoup plus intéressantes. Donc c'est vraiment cette démarche-là, ça m'a énormément aidée, énormément. Et le truc que je pensais pas gagner, c'était le fait de pouvoir vraiment avoir ce truc qui m'aide à revenir en moi-même. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un truc de retour à soi où en abordant ma vie, et vraiment quand je dis ma vie, c'est de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, tu reprends certaines étapes qui ont été marquantes et tu arrives à réaliser en fait tout le chemin que tu as parcouru, que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives, de voir comment ces choses t'ont marqué, comment ça a vraiment ça a vraiment donné, ça a taillé ta personnalité en fait. Toutes ces choses que tu as vécues, ça a créé ta personnalité, ça explique pourquoi il y a des petites choses comme ça qui vont agacer personne. Toi, ça va te mettre en rage. Et il y a des choses que tu vas adorer, tu vas pas comprendre pourquoi les gens, ils adorent pas ça, en fait. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que moi, j'ai trouvé qui était un bonus où, en fait, grâce à ces deux choses en même temps, j'ai compris, je disais ça récemment en séance, où je disais que j'ai compris que j'ai rien à guérir, qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se guérissent pas,
C'est juste que tu apprends à vivre avec tout ce que tu as vécu et à faire en sorte que ces choses-là ne prennent pas le dessus sur toi. Tu vois, qu'elles ne contrôlent pas ta vie. Mais d'être vraiment en paix avec tout ce que tu as vécu et te dire que tout ce que tu es en train de faire, en fait, c'est vraiment un cheminement. Donc, j'aime l'idée de me dire que chaque séance, on va parler d'un truc, il va avoir une limite. On reprendra peut-être la semaine d'après, peut-être la semaine suivante. C'est pas grave. Mais j'apprécie vraiment... En fait, j'apprends à plus aimer le processus plutôt qu'à penser à un objectif final. Parce qu'avant, je faisais cette erreur-là. Mais moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. C'est que ce que j'ai découvert aussi en voyant Pépito, c'est que il y a des moments, il y a des souvenirs que j'avais même oubliés. Wow. Et tu vois, il va te parler d'un truc, etc. Et j'ai dit, ah, c'est marrant que vous dites ça, parce que quand vous dites ça, ça me fait penser à ça. Et finalement, tu vois, ça remonte tout à fait naturellement des choses auxquelles je n'ai peut-être pas pensé de toute ma life, ou j'y ai pensé il y a 5, 10, 15 ans. Mais il y a des choses comme ça qui remontent un peu et qui permettent aussi de justifier, comme tu dis, certains comportements que je peux avoir aujourd'hui. Et en même temps, quand tu dis qu'on peut te dire que la thérapie, c'est un luxe, etc. Alors, je suis d'accord que ça peut être considéré comme un luxe, mais je pense qu'il y a des thérapeutes pour toutes les bourses. Et justement, comme dans leur mission, si je peux le dire ainsi, c'est quand même aider les gens à aller mieux. Je ne pense pas que c'est parce qu'il a décidé que sa séance sera à 60 et que vous tenez à faire avec lui qu'il ne peut pas faire un petit effort. Je pense que c'est comme dans tout. Tu veux prendre un taxi, t'as que 20 €, tu l'expliques au taxi. Il y en a qui vont accepter de t'accompagner, même si la course vaut 30. D'autres vont te dire non. Oui, c'est un luxe, mais moi, je dirais que c'est un luxe parce qu'on le fait sans en avoir réellement besoin, dans le sens où on n'a pas vécu quelque chose de traumatique. Je sais que pour certaines personnes, et quand je dis traumatique, on a nos traumas, ça c'est sûr, mais quelque chose... quand moi j'utilise le mot traumatique, c'est vraiment quelque chose de très très gros. Comme vous pouvez imaginer des choses de très très grosses qui peuvent arriver à des gens et qui les forcent à aller en thérapie. Donc c'est un peu un luxe dans ce sens-là, mais je pense que c'est un luxe qu'on peut se permettre d'avoir. Parce qu'on perd beaucoup de choses en société, je le dis souvent, notamment l'empathie, la considération, etc. Je sais pas si c'est le monde qui va dans ce sens-là ou quoi que ce soit, mais ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Et je pense que c'est bien de travailler sur soi, et je trouve que c'est un bon marqueur de travailler à vouloir être la meilleure version de soi. Il y a des gens qui veulent être leur meilleure version d'eux physiquement, il y a des gens qui veulent être leur meilleure version d'eux spirituellement, il y a des gens qui veulent aussi être la meilleure version d'eux psychologiquement. Il y a des gens qui veulent les trois. Il y a des gens qui veulent que deux ou quoi au caisse. Mais c'est... Ouais, je trouve que c'est un bon luxe à avoir. Ouais. Parce que l'impact que ça aura sur votre vie est tellement, tellement grand. Et peu importe ce que vous mettez dedans ou quoi aux caisses, l'argent que vous mettez dedans, parce que c'est souvent un frein, ouais. L'impact que ça a derrière, ça le vaut 1000 fois. Ouais, absolument d'accord. Enfin, pour moi, ça le vaut 1000 fois. Autant tout le monde sait que j'aime les choses un peu chic. Autant je vais peut-être avoir envie d'acheter un sac de telle marque, de tel truc, etc. Je vais investir cet argent-là, ça va me faire du bien, mais je serai contente, tu vois. Mais l'impact que ça aura sur ma vie, à part la satisfaction d'avoir pu m'offrir ce sac, ça s'arrête là, quoi. Ouais. Ça va pas changer mes valeurs, ça va pas changer de truc ou quoi que ce soit. Alors que là, ça travaille sur des choses. Et comme je dis, moi, dans mon cas, il y a des trucs qui remontent que j'avais même oubliés. C'est incroyable. Et il y a des trucs aussi qui déclenchent certaines conversations. Ah, au fait, maman, quand il s'était passé ça, comment j'avais réagi parce que t'as des bribes de souvenirs, mais c'est pas très clair. Et j'ai compris plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui me lancent aujourd'hui. Je me dis, ah, mais c'est parce qu'il s'était passé ça. Et donc, du coup, parce qu'il s'est passé ça, et ben, je sais que je vais toujours réagir comme ça par rapport à ça. Et donc, maintenant, c'est à moi de faire un effort de ne pas réagir comme ça, parce que tu te dis, bah, tu peux rien. Tu peux tout faire, ça va pas changer. Donc, tu vas toujours avoir la même réaction. Donc, soit tu travailles sur ta façon de réagir, soit tu laisses. Mais ça reste... moi, j'ai l'impression que cette affaire de thérapie, peu importe la raison pour laquelle on y va, c'est les poupées russes. T'as un gros problème. Toi, tu t'imagines, comme on s'est dit, on y va parce que on veut pas être des mamans cassées.
Et puis après, on ouvre, et là, tu dis, ah, mais la relation que tu entretiens avec ton père, ah, mais la relation que tu entretiens avec ta mère, ah, mais la relation que tu entretiens avec ta fratrie, ah, mais la relation que tu entretiens... Et tu vois tout ce qui est un peu lost in translation. Tout et à là, fait. tu dis, ok. Et franchement... Donc, on y va, un chantier. C'est ça, je suis en train de réfléchir à quel conseil je pourrais donner à une de nos auditrices qui hésite. Je pense que vraiment le plus gros pas à sauter, c'est de décider de le faire. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, franchement, je pense que le reste sera beaucoup plus fluide. Parce qu'il y a vraiment cette idée où l'ego, en fait, dans notre tête, il est tout le temps en train de te dire « Mais non, t'as pas besoin de ça, t'inquiète. » Parce que l'ego, il veut préserver le fonctionnement actuel. Il n'y a pas besoin de tout chambouler. Il y aura toujours un truc qui va te faire penser que non, en fait, peut-être que j'ai pas besoin d'aller là-bas, peut-être que truc. Mais vraiment, c'est la plus grosse étape. Une fois que vous aurez passé cette étape-là, ça va aller. Je dirais aussi de s'armer de beaucoup de patience. Parce que comme on l'a dit, on ne trouve pas tout de suite la personne qui est adaptée au type de thérapie dont on a besoin. Peut-être que certains auront la chance de tomber directement sur la bonne personne. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intuition aussi qui prend place dans ce processus. Donc vraiment, si vous allez en... confiance. Voilà, c'est ça. Vous allez en séance avec une personne, si votre ressenti il est bizarre à la fin, il ne faut pas forcer en fait. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a des choses simples à dire. Par exemple, un thérapeute n'est pas censé vous dire tu devrais faire ça. Un thérapeute n'est pas censé juger ce que tu lui racontes en te disant « Ouais, mais ça, c'est pas bien. Non, mais vous n'auriez pas dû machin. » Enfin, c'est vraiment... On parle vraiment d'écoute attentive et c'est quelqu'un qui vous pousse à vous questionner à chaque fois. Ça va toujours être ça. Ça va être je vous pousse à vous questionner et à réaliser des choses vous-même. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, je disais à ma thérapeute, je disais, j'ai un problème, là, je grignote trop et je comprends pas pourquoi, etc. Et ce matin, je me suis dit, je vais lui en parler. Elle va me sortir une phrase magique et ce sera réglé. Et elle a explosé de rire. Elle m'a dit, bien entendu, ce serait tellement plus simple si c'était comme ça. Ben oui. Mais en gros, moi, le nombre de fois j'arrive dans le truc et... Bon, je dors très peu, je dors très mal, ça fait des années. Ouais. Et il y a des périodes où c'est encore plus difficile, en fait. Et je dors vraiment mal, quoi. Je n'arrive pas. Et une fois, j'étais entrée dans son bureau et je dis, écoute, Pépito, j'arrive pas à dormir, donc trouve-moi une solution, quoi. Non, mais vraiment, je lui ai dit, sors-moi ta phrase magique. Il y a toujours un truc, là, tu sais, la phrase qui te fait un déclic. Elle a dit, alors... c'est pas mon... Moi, il m'a regardé, il m'a dit, moi, mon travail, c'est... Il me dit, je pourrais vous donner des cachetons et tout, mais il dit, mais mon travail, c'est pas ça. Moi, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui provoque ce surplus d'insomnie. En ce moment, j'ai dit, oh là, punaise. Voilà, exactement. J'ai dit, ça va nous prendre 2 mois, là. On va parler pendant 2 mois. Moi, j'ai besoin de dormir ce soir. Comment on fait ? C'est ça. Comment on fait ? C'est ça. Mais c'est important que tu dis ça en plus, parce que pour le coup, moi, quand on m'a parlé d'anxiété et de dépression, c'était avec une thérapeute, mais une thérapeute, elle peut rien te prescrire. Donc, une fois que j'ai parlé avec la thérapeute, j'ai dû parler avec un psychiatre. Et c'est des psychiatres qui vont vous dire, voilà, c'est ça votre cas clinique et voilà telle ordonnance que vous pouvez avoir pour tel problème. Donc ça aussi, franchement, je le comprends, les démarches administratives, c'est pénible, surtout quand tu as ce problème où, moi, j'arrêtais pas de procrastiner pour tout et rien du tout. Et là, on me dit, voilà, merci d'avoir parlé avec la thérapeute, maintenant, il va falloir booker un truc avec un psychiatre, vous allez tout lui redire, voilà. Et on va voir ce que ça va prendre le temps que ça prendra. Et c'est lui qui dira s'il faut, machin. Et franchement, ça m'avait saoulée sur le moment. Mais je me suis vraiment dit, mais vas-y, t'as commencé là, tu commences à avoir un semblant de... J'arrive à mettre un mot sur ce que je ressens. Donc, allons-y, allons au bout. Franchement, je sais que sur le moment, c'est super dur à faire. Mais si vous êtes dans cet état-là, ça vaut tellement plus la peine d'aller au bout de la démarche et qu'on vous dise clairement, il y a ça ou il n'y a pas ça, plutôt que de rester dans l'incertitude pendant tout ce temps et se dire peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela, je comprends pas, je sais pas. Vraiment, je vous encourage vivement à passer de l'autre côté, peu importe ce que les gens autour de vous en pensent, peu importe si c'est stigmatisé, etc. C'est vraiment une histoire de, à la fin des fins, vous êtes toute seule avec vos pensées. Si vos pensées, c'est vos pires ennemis, il n'y a que vous qui allez subir, en fait. Donc, faut pas laisser ça mariner et tout à l'intérieur, parce que personne ne pourra vous aider. Vraiment. Ça doit venir de vous-même. Juste pour ajouter à cette très belle conclusion, c'est vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faible, et vous avez raison de vouloir prendre soin de vous.
Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ma petite Solange, elle va avoir 10 ans. Et certes, je suis heureuse, mais les larmes sont là. Les larmes vont couler. Je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête. À chaque fois que je la regarde, je dis, ben non, connaissez pas. T'es un gros bébé, tu peux pas avoir 10 ans. Tu peux pas. Ouais, c'est la meilleure. Vraiment, vous la connaissez pas et dommage pour vous. Parce que elle est vraiment incroyable. Je te jure, cette enfant. On est en train de planifier son anniversaire et tout. Elle a dit qu'elle voulait aller faire du roller skate. Donc on va aller dans un... Tu sais, c'est les endroits là où tu fais du roller en intérieur et puis il y a un DJ et tout ça. Ça fait un peu boîte de nuit. On va faire ça pour son anniversaire. Elle aime trop. Et voilà, j'ai hâte de me casser la gueule sur mes patins. Parce que vraiment, moi, je suis nulle en patin carré, là. Je suis trop nulle. En roller, ça va, mais les patins, je peux pas. Bref. Donc, oui, ma cocotte, elle va avoir 10 ans. Et même elle me dit, non, mais je suis pas d'accord. Elle arrête pas de me dire, on peut arrêter. J'ai pas envie de grandir, moi. Moi, j'aime bien être une petite fille. Non, on s'arrête là. Je dis, ah, ma chérie. Ma chère, toi et moi. Toi et moi, ma chère. Ouais, franchement. The best of the best. C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Eh ben... Ouais, je vais le dire. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir rasé ma tête. J'ai sauté le pas. Néné n'a plus de cheveux, plus un poil sur le caillou. Choc barre. Vraiment. Je savais que tu n'aimais pas les poils, mais à ce point-là, Néné, même la tête. Je te jure, je suis choquée. Jusqu'à la tête. Et pourquoi ça me rend heureuse? Parce que j'ai l'impression de m'aimer comme ça. Alors, je ne sors pas comme ça. Parce qu'il y a quand même un stigma des femmes qui ont les cheveux courts comme ça, surtout si t'es pas maquillée et tout. Bah, on pense tout de suite que t'es malade. Moi, je l'ai fait parce que c'est dans une toute autre démarche que je ne détaillerai pas ici. Mais ça faisait plusieurs mois que je pensais à le faire, etc. Mais tu l'as dit dans le podcast, je suis sûre, tu l'as déjà dit plusieurs fois ici, j'en ai marre, je veux raser la tête. Et j'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Sûrement. Et finalement, je l'ai fait. Et voilà, je me dis, écoute, c'est bien parfois de se dire de faire des choses et de le faire. En plein milieu, j'étais là, genre, ah, je vais pas le faire. Non, non, ne fais pas ça. Et puis, finalement, c'est fait. Waouh. Je ne suis pas mécontente, je mets mes petites pépées en attendant, je travaille, j'ai un objectif de coupe pour cet été, que je pense qui est atteignable en faisant ce qu'il faut, etc. Mais ouais, on va repartir sur les cheveux courts un petit temps. Mais donc tu ne nous fais pas une Cynthia Erivo, tu vas jamais sortir Kovo? Non, parce que je trouve que mon crâne n'est pas... C'est pas un crâne de star. Je pense qu'il me faut un minimum de cheveux pour combler les petites bosses ici et là. Ah, ok. Tu vois, pour équilibrer. J'ai pas une belle tête, tu vois, il y a des gens, genre toutes mes photos Pinterest d'inspiration de coiffure, tu vois que c'est des nanas qui ont des jolis crânes. Faut dire à ta maman, tu dis maman, t'as pas bien massé le crâne. Il y a un problème. Si je veux pas flamber, mais j'ai la bosse des maths. Et c'est ça qui fout en l'air le top. Tu vois, le design, elle a massé fort. Mais j'ai la bosse des maths, quoi. Donc, non, mais je vais faire une petite coupe courte, une petite ginger et tout. Et je trouve ça très, 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 très sexy, les femmes qui n'ont pas de cheveux. Grave. Je trouve que ça te... C'est trop bizarre, et ça, on en fera peut-être un tout autre épisode, mais le fait que la féminité et la sexy attitude soit associée au fait d'avoir les cheveux bouclés un peu à la Victoria's Secret et tout, plus c'est long, plus c'est bouclé et mieux c'est. C'est pour ça que les gens n'aiment pas leur afro. Franchement, je pense que c'est lié. Ouais, là où je trouve personnellement que les femmes les plus belles et que tu sais vraiment celles qui sont belles, c'est celles qui n'ont pas de cheveux, quoi. Qui n'ont pas besoin, parce que je te jure. Leur visage, il est juste... Waouh. Wow, leur visage, leurs traits, leurs trucs, leur crâne. Et tu vois, ils ont un petit look, ils ont un petit truc et ça les rend... Je trouve que ce sont des femmes qui sont très 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 belles. Et ouais, et puis en parlant avec des hommes, je me dis, mais nous on nous vend un truc, il faut qu'on ait des cheveux, mais il y en a plein, ils s'en battent les steaks. Ils se disent, non mais franchement. Moi, pas ça, moi, t'es une nana. Il dit, la nana, elle est plus belle. Il y a plein de micro-trottoirs, vous pouvez se retrouver sur les réseaux où les gens disent, ah... J'aime bien, soit elles ont quand des bonnes tout notes, quand elles ont les cheveux courts, elle a un petit truc avec un petit trait et tout est là. Donc en fait, on nous ment.
Nous, on achète des pépés, là, 20 pouces, 25, 26 pouces, 30 pouces, des extensions. Mais on nous ment. Il n'y a pas besoin, je vous jure, il n'y a pas besoin. Il suffit de regarder les nanas autour de nous. Hein. Moi, je les trouve toujours plus fraîches quand elles ont moins de choses. Mais bon. Ouais, c'est un autre sujet. On en parlera prochainement. En attendant, on vous laisse ici. Et pour les gens qui ont pris l'abonnement, on se donne rendez-vous tout de suite pour l'épisode bonus. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà. Bisous, bisous. Bisous, bye.